Versailles, splendeur de l'art français, où s'y promener est un pur ravissement pour les yeux. Mais la visite n'était-elle pas gâchée par l'odeur qui y régnait? On dit que la cour fait ses besoins en public, que chaque jour des centaines de visiteurs n'hésitent pas à faire de même, faute de véritables toilettes. La réalité est un peu différente. La cour utilise effectivement des chaises percées pour faire ses besoins et recevoir. On en compte jusqu'à 350 sous Louis XIV. Louis XIV reçoit-il sur sa chaise percée? Au début de son règne uniquement. Il n'y a aucune gêne. Au contraire, c'est un honneur pour ceux qui sont présents. Mais ces représentations publiques disparaissent rapidement, car Louis XIV se fait construire en 1672 une pièce dédiée, le cabinet de la chaise. Et pour les visiteurs de Versailles? Des latrines publiques sont installées dès la construction du château. Mais leur nombre est insuffisant, et il faut reconnaître qu'on fait parfois ses besoins où on peut. Oui, certains jours, c'était infernal. Pour calmer les effluves qui apparaissent ici ou là, une armée de valets s'affaire sans arrêt dans le château pour parfumer et nettoyer. Et les déjections, comment sont-elles traitées? De grandes fosses sont créées, mais elles empestent, car elles ne sont pas assez vidangées. Le problème vient aussi des étangs voisins qui servent de déversoir. Ah oui, par exemple, l'étang du Marais était appelé l'étang puant. Toutes ces installations deviennent au fur et à mesure insalubres et l'eau bonne à boire vient cruellement à manquer. C'est un souci majeur auquel est confronté Colbert au début des années 1670, au moment des travaux d'agrandissement de Versailles. Que décide-t-il alors? Colbert demande le nivellement des plateaux nord de Versailles, riches en sources, afin d'y collecter l'eau grâce à un réseau de canalisation. L'eau aboutit à des réservoirs, dont celui du pavillon des sources. Est-ce suffisant? Non, les besoins en eau sont trop importants. Des savants imaginent alors une machine pour amener l'eau de la Seine jusqu'à Versailles. Ce sera la célèbre machine de Marly, mise en service en 1682. À la fin du XVIIe, dispose-t-on enfin d'un véritable réseau d'eau potable et d'eau usée? Oui, mais après la mort de Louis XIV, la cour déménage à Paris et la situation se détériore à Versailles. En 1722, quand la cour revient au château, rien ne va plus. À ce point? Le manque d'entretien et les branchements sauvages ont pollué les canalisations. L'eau potable est mélangée à l'eau des latrines et à l'eau croupie des bassins du parc. Des épidémies et de nombreux décès s'ensuivent. Il faut attendre 1734 pour que le duc d'Antin, directeur des bâtiments du roi, entame un vaste programme de restauration du réseau. Il décide, par exemple, de relancer la machine de Marly. La Seine est devenue polluée. Louis XVI décide alors d'édifier le pavillon des filtres, un ingénieux système de filtrage de l'eau formé de plusieurs bacs remplis de gravier. Un véritable chef-d'œuvre qui évoluera tout au long du XVIIIe et qui sera utilisé jusqu'en 1964. À la fin du règne de Louis XVI, le développement du réseau hydraulique de Versailles est enfin accompli. Mais le projet titanesque, initié un siècle plus tôt par Louis XIV, développer prioritairement les grandes eaux et les fêtes, sert désormais au bain, à l'hygiène du corps et à s'alimenter. Une petite révolution à Versailles.